de vous retrouver pour cette nouvelle année. Donc, bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2019 et bien sûr, plein de bonnes lectures. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec mon top 10 de mes lectures de 2018. Donc mes lectures favorites, c'est pas dans un ordre organisé, c'est juste en fait la pile qui s'est entassée et donc je vais commencer par le livre qui est tout en haut et finir par celui qui est tout en bas, tout simplement. Je vais commencer par vous présenter le premier livre qui est un recueil de poésie d'une auteure tunisienne. Donc c'est Stardust de Rania Atafi aux éditions Pop Libris. C'est un recueil de poésie en anglais. C'est un recueil que j'ai adoré, franchement, j'ai beaucoup accroché non seulement avec la plume de Rania Atafi, en plus de la forme magnifique, le fond était très intéressant, des thématiques vraiment, voilà, il y avait... comment dire, le côté féministe très présent puisque je connais l'auteur en personne et je sais qu'elle est vraiment très engagée par rapport à ça et donc ça se traduit dans ses écrits. Et en plus, donc comme vous voyez, j'ai marqué quelques poèmes que j'ai trouvé très sympas et comment dire, c'est aussi cette... comme le titre l'indique, Stardust, c'est très relié à tout ce qui est espace, pas astrologie, hein, mais juste voilà l'espace, la terminologie qui correspond à cet univers-là, mais aussi il y a beaucoup de mythologie, ce que j'adore, franchement j'ai trouvé ça super sympa. En plus, le texte il est vraiment comme je vous l'ai dit il est excellent et voilà donc même l'édition est vraiment sympa puisqu'il y a des dessins pour illustrer un peu tous les poèmes qui se trouvent dans ce petit recueil. C'est vraiment trop sympa. Et si vous avez envie de plus de détails par rapport à ces poèmes, à ce recueil de poèmes, vous pouvez voir le lien où il y a ma review, voilà, concernant ce petit recueil absolument magnifique que je vous conseille si vous lisez en anglais. Donc il n'a pas encore été traduit, mais peut-être espérant qu'un jour il soit traduit en français pour les lecteurs francophones. Ensuite, je vais vous présenter donc Fondation d'Isaac Asimov. Alors, pas cette année, puisqu'on est déjà en 2019, mais en 2018, j'ai lancé un challenge de lecture science-fiction, donc de lecture SF, et donc c'est dans le cadre du groupe Facebook SF un jour, SF toujours. Si vous voulez, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et à travers les différents challenges, il faut choisir un roman qui correspond chaque mois. Donc par exemple, pour le mois de janvier 2018, c'était sortir un roman SF de Sapal. Et donc j'ai sorti celui-là qui traînait depuis un petit moment. C'est un auteur, voilà, c'est une pointure. C'est un grand maître de la science-fiction, Isaac Asimov. J'étais un peu intimidée, voilà, j'hésitais à le découvrir. Et puis je me suis dit finalement c'est le bon moment pour sortir le livre. Et qu'est-ce que j'ai bien fait puisque ça a été un coup de cœur colossal pour la plume, pour le fond, pour l'idée, pour l'exécution, pour tout en fait. C'est pas pour rien qu'il est considéré comme un des grands maîtres de la science-fiction. Il mérite amplement son titre et à chaque livre que je lis de cet auteur, ça ne fait que confirmer en fait cette idée-là. Fondation, c'est quoi? Fondation, c'est quelque chose d'absolument énormissime, c'est juste épique. C'est 5 tomes si je ne me trompe pas. J'en suis au tome 3 que je suis en train de lire en ce moment. Et donc l'histoire commence avec un... comment il s'appelle déjà, voilà, Hari Seldon, qui est un inventeur, qui a inventé plutôt une nouvelle branche de la science qui s'appelle psychohistoire. Et donc avec cette nouvelle science, il a pu en fait déterminer
plus ou moins avec des statistiques vraiment très poussées, ce qui va arriver à l'humanité dans les prochaines, pour le prochain millénaire. Et donc du coup, donc cet univers-là, c'est un univers où c'est un empire galactique. Et ce scientifique, donc il s'est ramené un jour et il a dit que cet empire galactique va s'effondrer, que l'humanité va tomber dans une ère de total chaos, donc une ère de ténèbres de 30 000 ans, voilà. Et que donc, à son avis, pour éviter que cette période de noirceur voilà, dure aussi longtemps, donc 30 000 ans c'est énorme, il a fait en sorte de créer une fondation. Et cette fondation, en fait, son but, c'est de préserver tout ce qui est voilà, connaissance par rapport à plein de domaines différents, et raccourcir cette période de ténèbres et de chaos pour que, en fait, ça ne dure que à peu près 1000 ans. Donc entre 30 000 ans et 1000 ans, c'est quand même une différence énorme. Le problème, bien sûr, c'est que ça va pas se passer aussi simplement que ça, et il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Et donc, rien que avec le premier tome, on suit en fait l'évolution dès l'idée qui est venue à ce scientifique, donc Hari Seldon, jusqu'à 300 ans après voilà le début des événements. Et donc on suit l'évolution de la fondation à travers différentes phases. C'est vraiment très intéressant parce que à part le côté vraiment scientifique très avancé, on voit surtout un côté sociologique très présent. En fait, c'est plus une fresque de l'humanité qu'autre chose. J'ai adoré, c'est plein de profondeur, les personnages sont super intéressants, ça se lit hyper vite, donc ça fait à peu près voilà 400 pages et je n'ai pas vu les pages passer en fait. Dès que j'ai commencé, je me suis retrouvée déjà à la fin du livre sans m'en rendre compte. Ça se lit hyper bien, c'est un langage accessible, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai peur de me lancer dans un tel ou tel roman de science-fiction parce que j'ai peur que le langage soit beaucoup trop avancé, que voilà, le côté scientifique soit tellement compliqué que je n'arrive pas à rentrer ou à bien comprendre le texte du livre. C'est vrai que pour Fondation, c'est très centré sur voilà cette science de la psychohistoire, mais en même temps, c'est un roman très accessible. Donc le style d'Isaac Asimov est vraiment, je vous le conseille parce que c'est un auteur qui, même s'il développe des idées assez complexes, il a un style d'écriture et une plume très accessible et donc très facile à lire même pour les personnes qui débutent dans la science-fiction. Donc voilà, Fondation c'est une base, moi je suis convaincue aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est épique dans sa magnitude. En tout cas, voilà. Fondation d'Isaac Asimov. Ensuite, un énorme coup de cœur pour un thriller. Bon, je m'attendais à aimer parce que j'avais aimé le roman précédent de l'auteur, mais là, ça a été un véritable coup de cœur absolument énorme pour l'histoire, pour la plume, pour la beauté voilà, de l'écriture. Donc c'est Majestic Murder d'Armel Carbonell. Ah, ce roman, qu'est-ce qui m'a fait... Voilà, il a fait battre mon cœur à 100 000 à l'heure, il m'a fait passer par plein d'émotions différentes, il m'a bouleversée, il m'a fait enrager, il m'a fait rire, il m'a fait pratiquement pleurer. Et comment vous dire que Armel, c'est une magicienne des mots en fait. Voilà, c'est exactement ça. Elle a une telle maîtrise de la langue, de la formulation. Voilà, c'est absolument magnifique. J'ai été bluffée. J'avais adoré son premier roman qui s'appelle Criminal Loft, qui est un peu différent de celui-là, mais en fait la particularité d'Armel Carbonell, c'est de choisir un lieu qui a réellement existé,
ou qui existent réellement, et de faire une histoire autour. Et donc là en fait c'est le théâtre du Majestic où se déroule la majorité des événements. Et donc on va tout suivre deux personnages, un homme et une femme, qui vont intégrer une troupe de théâtre et il va se passer plein de trucs, c'est des gens bizarres, il y a une ambiance vraiment étouffante, une ambiance très glauque, voilà, j'en ai la chair de poule, c'est absolument magnifique. Donc moi qui ne suis pas particulièrement fan du théâtre, j'avais cette appréhension de pas pouvoir accrocher avec le roman. Et donc j'ai reculé et reculé et reculé la lecture de ce livre jusqu'à ce que je décide de le sortir pour le challenge du Black November qui s'est déroulé justement en novembre 2018. Et qu'est-ce que j'ai bien fait de le sortir parce que même pour les personnes qui sont pas fans voilà, de théâtre, ça passe super bien. En fait, j'irai encore plus loin puisque ça m'a donné envie de lire du Shakespeare. Alors que je n'ai jamais été attirée par ni voilà les pièces de théâtre, ni l'auteur, ni voilà. Bref, c'était pas du tout mon truc, je connais à peu près l'univers de Shakespeare, je connais à peu près les histoires de ses pièces les plus connues, mais je n'ai jamais été particulièrement intriguée ou je n'ai jamais eu particulièrement envie de lire les pièces de théâtre. Et donc, après avoir lu Majestic Murder, j'ai envie de découvrir Shakespeare, de découvrir ses pièces et de lire cet auteur. Voilà. Donc, merci Armel, franchement. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de découvrir son nouveau livre qui s'appelle Sinistra. Et donc là, c'est chez Brajlon, mais son nouveau roman, il est édité aux éditions Ring. Majestic Murder d'Armel Carbonell, c'est absolument fantastique et je vous le conseille fortement. Ensuite, dans un registre totalement différent et donc de la non-fiction, je vous présente Dear E.J. Wallis or a Feminist Manifesto in 15 Suggestions. Donc c'est de Chimamanda Ngozi Adichie et là en fait c'est comme le titre l'indique, c'est un manifesto. D'ailleurs, il est disponible en français si vous voulez. C'est un manifeste avec des conseils pour élever une fille féministe. Donc en fait, Chimamanda Ngozi Adichie, elle est connue pour ses positions et ses idées féministes. C'est une personnalité et une auteure que je respecte beaucoup, que je suis énormément dans. Elle fait beaucoup de présentations et elle parle beaucoup en public pour parler de différents sujets très intéressants. Et donc je vous conseille de chercher ses speeches sur YouTube je crois que ils sont tous disponibles voilà sur YouTube et c'est très intéressant de découvrir ce qu'elle raconte parce que voilà, elle a vraiment de très bonnes idées et elle défend très bien ses idées. Et donc une de ses amies a demandé à Chimamanda des conseils pour élever sa fille en tant que féministe. Donc la réponse de l'auteur a été d'écrire un mail avec 15 suggestions pour voilà donner quelques idées à cette amie sur comment élever sa fille. Bien qu'elle le dit que voilà, elle n'est pas vraiment une spécialiste, mais c'est son avis personnel. Et donc, ce livre, c'était une version un peu plus longue et un peu plus développée de l'email qu'elle a envoyé à son amie, et c'est très 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 intéressant. C'était vraiment, comment dire, d'un côté c'était un véritable coup de cœur dans le sens où c'était incroyable pour moi de trouver une personne avec qui je partage pratiquement, je partage mes positions et en plus avec qui je suis d'accord sur pratiquement, pas 100% mais disons 99% de ce qu'elle raconte, je suis d'accord avec. Et c'est vraiment très très rare. Et donc du coup, il y a de ça, mais il y a aussi le fait que comment dire,
Il y a énormément de personnes qui parlent du féminisme, mais qui parlent que de trucs, comment dire, révolutionnaires, du genre il faut changer le système éducatif, il faut faire je sais pas quoi, il faut... Enfin, c'est des trucs énormes et qui demandent vraiment beaucoup d'années pour être mis en place, pour que ça ait un effet sur le long terme, etc. Mais là, en fait, c'est juste des trucs simples, en fait. C'est du féminisme de tous les jours, du féminisme pratique, du féminisme facile à mettre en place, du féminisme accessible à tout le monde. Et ça n'est pas, en fait... réservé seulement aux filles, ça peut être appliqué aussi aux garçons. Et je trouve que c'est un manuel pour toutes les mamans et tous les papas, que ce serait vraiment très intéressant à lire pour tout le monde en fait, tout simplement. Et que c'est quelque chose à découvrir absolument si vous voulez, disons, une initiation au féminisme. C'est la meilleure façon, je pense, de découvrir ce mouvement-là, de découvrir comment dire, les idées de base, voilà, pour un féminisme simple et pratique, un féminisme de tous les jours tout simplement. Donc bref, je vous conseille fortement, vraiment, vous êtes maman, vous êtes papa, il vous faut ce livre, même si ce n'est pas le cas, moi-même je n'ai pas d'enfant, donc ça a été une excellente lecture pour moi, et si vous voulez vraiment découvrir le mouvement du féminisme et en quoi consiste le féminisme dans sa version la plus basique et la plus simple, c'est ça en fait, voilà, c'est ça. Et c'est tout ce que j'ai à dire, je vous le conseille et c'est tout. Voilà. Ensuite, un livre qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je veux vous présenter The Nightingale de Christine Hanna, ou le chant du rossignol en français si je ne me trompe pas. Et donc The Nightingale, c'est un roman historique qui revient à la Deuxième Guerre mondiale et qui va suivre la vie, la destinée de deux jeunes filles françaises tout au long de leur vie, à partir de juste avant le déclenchement de la guerre entre la France et l'Allemagne nazie, et puis jusqu'à la fin de la guerre et même quelques années plus tard. Pourquoi ce livre a eu un tel effet sur moi? J'ai lu énormément de romans historiques et surtout pour la période de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est une période qui me fascine énormément. Et donc j'ai toujours du mal à trouver des romans qui soient plutôt du point de vue d'une femme, tout simplement. Parce que la plupart des romans qui se déroulent lors de la Deuxième Guerre mondiale, et je ne me trompe peut-être pas en disant que c'est à peu près 90%, 85%, quelque chose comme ça, sont du point de vue d'hommes. Et donc c'est soit par exemple, même si c'est pour des jeunes garçons je veux dire, mais en tout cas c'est du point de vue masculin. Et donc on voit par exemple du point de vue du résistant français, du soldat nazi, du soldat américain ou bien du soldat britannique. Voilà, il y a plein de points de vue différents, c'est clair, mais c'est pour la plupart des points de vue masculins. Et donc je cherche depuis un moment des romans qui donnent une perspective différente. Et donc pour cela j'ai trouvé que c'était intéressant de découvrir The Nightingale, puisque c'était du point de vue de deux femmes françaises. Je me suis lancée dans cette lecture, je n'avais pas beaucoup d'espoir que ce soit quelque chose d'extraordinaire, parce que une fois que on lit énormément de livres qui tournent autour de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu difficile de trouver une perle rare qui va sortir du lot et qui va apporter quelque chose de nouveau. Mais ça a été le cas avec celui-là, ça a été une agréable surprise, j'ai adoré, franchement il y a tellement de nuances dans ce livre. Il y a deux femmes qui vont se battre et chacune à sa manière, chacune selon ses principes, chacune selon sa personnalité et ce qu'elle est prête à faire.
et on voit leur évolution autant sur le plan émotionnel que sur le plan de la personnalité tout au long du roman et tout au long voilà des épreuves qu'elles doivent survivre. Et c'est alors là, je vous raconte pas, j'avais écouté le livre sur Audible et franchement c'était absolument génial. Si vous avez l'occasion de découvrir le livre en audiobook, je vous le conseille, voilà, c'est excellent. Pour la petite anecdote, j'écoute lorsque je conduis en voiture en fait. Et une fois je rentrais à la maison, heureusement il n'y avait pas de circulation, c'était la nuit. Et j'écoutais un passage assez sensible du livre et à un moment donné j'ai commencé à pleurer mais comme pas possible parce qu'il s'était passé quelque chose voilà énorme et j'ai commencé à pleurer comme une madeleine. J'avais du mascara, le mascara a coulé, mes yeux ont commencé à brûler, je pouvais plus voir, je pouvais plus conduire, j'avais le nez qui commençait à devenir bouché et donc voilà, c'était la catastrophe. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup, enfin c'était un peu vide et donc je me suis arrêtée assez rapidement pour reprendre mes esprits, voilà, me contrôler un petit peu et puis arrêter la catastrophe avec mes yeux. Et donc après j'ai repris et je suis rentrée à la maison, mais je me suis arrêtée, j'ai arrêté l'écoute et j'ai continué chez moi tranquillement. Mais voilà, donc c'est un roman tellement riche, un roman tellement fort, un roman tellement passionnant. Je parlais tout à l'heure de Chimamanda Ngozi Adichie et de ses positions. Et donc, une fois j'ai écouté un de ses speeches et elle a parlé en fait de la force des histoires et du fait qu'il n'y a pas une seule vision d'une histoire, ou bien, non pas d'une histoire, d'une vérité. Et en fait, à chaque fois qu'une situation implique plus d'une personne, il y a forcément plus d'un point de vue. Et donc, imagine-t-on qu'une guerre aussi énorme que la Deuxième Guerre mondiale puisse être retranscrite même dans la fiction, dans les romans de fiction, seulement du côté des hommes. Et donc c'est important de voir de l'autre côté comment les femmes ont vécu cette période-là. Et c'est tellement enrichissant de voir les deux faces de cette guerre avec différents points de vue. Et donc on peut découvrir ça, bien sûr, du point de vue des nazis, du point de vue des Américains, du point de vue des Français, du point de vue des Anglais, du point de vue des Polonais, etc. Et donc on peut voir les différents points de vue de différentes nationalités, mais en général c'est des hommes, et donc ça reste toujours du côté masculin, mais là en fait on découvre pas une autre guerre, mais une autre facette, voilà, de la Deuxième Guerre mondiale avec ces femmes. Et donc la prochaine étape, ça a été pour moi de découvrir... j'oublie toujours le titre de ce livre, mais c'est un livre de Ken Follett que j'ai écouté sur Audible et qui... Alors, c'est pas l'opération Corneille, mais un truc du genre. En tout cas, il y avait Corneille dedans, dans le titre. Ah, le réseau Corneille, voilà. Et là encore, c'est un point de vue féminin, mais d'une autre nationalité. Donc là, c'est des femmes françaises. Dans ce livre-là, c'est des femmes anglaises. Et c'est des femmes qui font partie, voilà, d'une opération des services secrets britanniques et qui vont, en fait, infiltrer la France occupée pour une mission de sabotage. C'était intéressant, c'était pas très bien exécuté, mais c'était intéressant de découvrir un autre point de vue féminin, différentes versions, et pour avoir en fait une vision globale. Voilà, donc The Nightingale de Christine Hanna, Le chant du rossignol en français, voilà. Ensuite, on reste dans l'historique et je veux vous parler de Power de Michael Moncian, donc aux éditions Stéphane Marsan. Alors, comment vous parler de ce livre sans parler de l'auteur? Alors, Michael Moncian, c'est un auteur que j'ai découvert il y a plus d'une année maintenant. Donc, j'avais lu Bienvenue à Cotton's Warwick. C'est celui-là.
et ça a été, comment dire que ça a été un coup de cœur serait un euphémisme. Comment dire, c'est quand tu cliques comme ça avec une plume, une façon d'écrire et que ça te touche au plus profond de toi. On dirait que ça a été écrit spécialement pour toi. C'est tout ce que tu cherches dans un style d'écriture, tout ce que tu aspires à trouver dans un roman, tout ce que tu adores, etc. Et donc, j'ai retrouvé ça dans Bienvenue à Cotton's Warwick. Et depuis, je me suis attelée à découvrir plusieurs romans de l'auteur. Et ce qui a été génial, c'est que même si l'auteur, en fait, il n'a pas un genre particulier dans lequel il se spécialise, c'est-à-dire que chacun de ses romans est pratiquement dans un genre complètement différent, n'empêche que j'ai retrouvé cette petite particularité bien spécifique à sa plume et qui a fait que Bienvenue à Cotton's Warwick c'était ma lecture préférée, je pense, de 2016 ou de 2017, et que ça va continuer à être, voilà, des lectures absolument géniales. J'ai adoré tous les livres que j'ai lus de l'auteur, à des degrés différents, mais ça a été vraiment tous des coups de cœur. Power, c'est un roman historique. Ça parle du Black Panther Party, qui est un parti politique qui a été fondé en 1965 aux États-Unis, qui était, voilà, justement contre la ségrégation et le racisme contre les Noirs aux États-Unis. Et donc cette histoire, c'est de la fiction, mais en même temps c'est des personnages qui ont vraiment existé pour certains, des événements qui se sont réellement produits, donc ça mélange comme ça fiction et réalité. Et c'est tellement bien écrit, et ça suit en fait dès la rencontre des deux, depuis la rencontre des deux fondateurs du mouvement jusqu'à son effondrement. Et c'est tellement riche, c'est tellement passionnant. Vous voyez, j'ai marqué plusieurs passages. D'ailleurs, la plupart des personnes qui l'ont lu n'ont que des choses positives à dire à propos du livre. C'est poignant. C'est bien écrit, c'est bien développé, c'est pas un manuel d'histoire, mais il y a tellement de références et de choses qui sont réelles. Et puis, ça, je pense que ce genre de livres, c'est important, voilà, de les lire, de les découvrir, de les faire découvrir aussi à des lecteurs, voilà, assez jeunes, donc des adolescents, etc. C'est beaucoup plus accessible pour eux que des manuels scolaires, et puis ça, je pense que ça a même plus d'effet que voilà, un simple manuel scolaire avec juste quelques événements qui sont comme ça mis par des tirets avec un listing de dates, etc. C'est poignant, c'est bien écrit, c'est quelque chose qui va vous impacter parce que c'est vrai, ça a réellement existé. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré tout ce qui s'est passé dans les années 60 pour, voilà, les droits civiques des Noirs aux États-Unis, ils en souffrent encore de ce racisme et de cette ségrégation. Ce n'est toujours pas réglé, malgré tous les efforts qui ont été faits, et que même à notre période, il y a une certaine régression aujourd'hui. C'est triste à dire, mais c'est toujours le cas. Le racisme et la ségrégation n'ont toujours pas disparu. Il y a encore énormément de travail à faire. Et donc, ce livre reste toujours d'actualité, même s'il parle d'un mouvement qui a existé au cours des années 60 aux États-Unis. Voilà. Donc je vous invite fortement à le découvrir. Merci Michael. Je suis certaine, si tu écrivais un jour sur la pluie et le beau temps, j'adorerais quand même. Voilà, donc Michael mention Power. Et pour alléger un petit peu l'atmosphère, je vais vous parler, voilà, de quelque chose que j'adore, que je suis encore. C'est Rick Riordan, un auteur stigmatisé jeunesse, mais moi je trouve que ça peut être lu
à des âges différents. Je veux dire, j'ai 30 ans, mais je suis encore en train de lire ces livres et je les aime toujours autant. Et donc, The Trials of Apollo, c'est le tome 3 de la série... Pardon. The Burning Maze. Voilà, c'est le tome 3 de la série The Trials of Apollo. Et ça tourne autour en fait d'Apollo, qui est ici le personnage principal, qui se retrouve humain, banni sur Terre par Zeus, son père. Et donc il a besoin de faire des quêtes, etc. pour pouvoir retrouver ses pouvoirs de Dieu et retrouver l'Olympe. Dans ce troisième tome, il se passe quelque chose de vraiment inattendu. Quelque chose que je n'aurais jamais pensé trouver dans un roman de Rick Riordan, mais qui m'a laissé absolument sur le cul. C'est toujours aussi bien écrit, l'histoire elle est toujours aussi intéressante, donc c'est toujours des aventures, des quêtes, voilà, des trucs qu'ils doivent faire pour remplir une prophétie, pour voilà sauver le monde, etc. Ça c'est le truc classique, mais la richesse des livres de Rick Riordan se trouve dans son style d'écriture, puisqu'il a un style léger, avec plein d'humour. Il inclut énormément de voilà des références à la pop culture dans ce contexte-là. Par exemple, Apollo qui fait des références à Justin Bieber par exemple, ou qui fait des haïkus, ou enfin bref. Et puis les dialogues sont vraiment très bien écrits, c'est toujours le cas avec Rick Riordan. Et puis la diversité des personnages. Alors Rick Riordan, il est vraiment connu pour ça, puisque il y a des personnages voilà vraiment très différents, et il y a cette voilà, aujourd'hui il y a une certaine obsession autour de la représentation, que ce soit par rapport aux couleurs de peau, à la religion, à la sexualité, etc. Et avant même qu'il n'y ait tout ça, en fait, Rick Riordan le faisait dans ses romans. Et aujourd'hui, il continue à le faire, et il le fait vraiment très bien, avec beaucoup de respect et beaucoup de justesse. Et donc, je ne peux que vous conseiller de lire ses romans, ou bien, si vous avez des enfants en âge de lire ces livres-là, je vous conseille, voilà, de leur donner du Rick Riordan, parce que non seulement ils découvrent des mythologies, donc mythologie grecque, mythologie romaine, mythologie égyptienne, mythologie nordique, mais aussi c'est des histoires vraiment très intéressantes, il y a de l'action, il y a beaucoup d'émotions, de l'humour, etc. Et puis il y a cette diversité qui est vraiment très intéressante dans les personnages. Voilà, donc énorme coup de cœur pour celui-là, hâte de découvrir la suite. Pour finir, je vais vous parler de deux nouvelles graphiques absolument extraordinaires que j'ai adorées. Donc la première, elle est vraiment très connue, qui s'appelle Saga. Et donc Saga, c'est cette nouvelle graphique dont tout le monde a parlé à un moment donné. J'étais un peu sceptique, j'adorais, je n'adhérais pas tellement au concept, puisque en fait le premier tome tourne autour d'une femme et d'un homme de deux espèces différentes qui se font la guerre et puis qui tombent amoureux et qui voilà, qui ont un enfant ensemble, et donc ils se retrouvent pourchassés par leurs deux espèces, parce que ces deux espèces refusent l'idée qu'un enfant issu de voilà qui est plutôt un mélange de leurs deux espèces puisse exister. Et donc ils se retrouvent pourchassés à travers la galaxie, etc. Et ça ne me branchait pas tellement, mais à ma surprise, j'ai découvert cette saga et j'ai lu le premier tome, puis j'ai lu le deuxième, enfin le premier volume, puis j'ai lu le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Et ça devient en fait rapidement addictif, et l'histoire s'améliore de volume en volume en fait. Ça se complexifie, il y a beaucoup plus de personnages qui rentrent en compte, et on découvre beaucoup plus sur ces personnages, ils sont beaucoup plus développés, etc. Et donc ça devient de plus en plus riche au fil des volumes, et donc beaucoup plus intéressant. Et ça a culminé avec le volume 9 qui était mais oulala, ça
genre mon cerveau a fait voilà, c'était absolument extraordinaire et je ne peux que vous conseiller de découvrir cette série qui est vraiment incroyable, donc Saga. Ensuite, dans un registre différent, mais ça reste toujours de la science-fiction en fait, je veux vous parler de Lazarus. Et donc Lazarus, c'est un univers post-apocalyptique avec des familles très très riches qui contrôlent en fait des zones très très grandes. Et donc chaque famille a son propre Lazarus. Et donc Lazarus, c'est quoi? C'est un humain génétiquement modifié qui va agir en tant que super soldat slash assassin slash garde du corps de la famille qui règne sur voilà, le territoire. Et donc on va suivre cette femme qui est justement un Lazarus, et son histoire elle est vraiment très intéressante, bouleversante, il y a plein de rebondissements, l'univers il est absolument vraiment il est extra et très très bien écrit, bien développé, j'ai adoré. Un univers voilà post-apocalyptique tel que je les aime. Je crois que c'est bon, j'ai fait le tour de mon top 10 de voilà mes favoris pour l'année de 2018. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques idées de lecture. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, parce que certains de mes abonnés m'ont prévenu qu'ils ne recevaient pas automatiquement les notifications quand je mets en ligne de nouvelles vidéos. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous allez passer une excellente année avec 2019 et que vous aurez d'excellentes lectures. Bisous!